Que se passe-t-il quand la femme qui pilote un empire financier de plusieurs milliards d'euros ne parvient pas à résoudre la seule chose qui compte vraiment pour elle? Camille Fontaine avait bâti Delorme Capital à partir d'un petit cabinet de conseil de 2 personnes, pour en faire en 11 ans l'une des maisons de capital investissement les plus redoutées de Paris. Elle avait restructuré des entreprises en difficulté, dans 4 pays, témoigné 2 fois devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, et fait la couverture du magazine Challenge avant même ses 39 ans. Elle ne paniquait jamais. Elle ne perdait jamais son sang-froid en public. Elle n'avait jamais pleuré au bureau, pas même l'après-midi où son père était mort en pleine conférence téléphonique. Elle avait terminé l'appel, avant de sortir s'effondrer seule dans les toilettes. Elle avait appris très tôt que le monde n'accordait aux femmes de la finance qu'une seule occasion de paraître fragile, avant de cesser définitivement de les prendre au sérieux. Alors, pendant 11 ans, elle avait choisi la compétence. Chaque fois. Sans exception, cette discipline lui avait coûté un mariage. Elle lui avait coûté des amitiés, qu'elle n'avait même pas vues s'effriter avant qu'il ne soit trop tard. Et elle lui avait donné une fille, Iris, 6 ans, qui parlait parfaitement à la maison, et qui n'avait pas prononcé un seul mot, devant un être humain en dehors de leur appartement depuis 14 mois. La pédopsychiatre appelait cela un mutisme sélectif, d'origine anxieuse, traitable avec le temps et un environnement adapté. Camille, elle, appelait cela la chose qu'elle ne parvenait pas à réparer. Ce qui en faisait, à ses yeux, le problème le plus terrifiant de toute son existence. Ce jeudi matin-là, elle avait habillé Iris avec un soin particulier, une robe vert pâle semée de petites fleurs blanches, celle qu'Iris avait elle-même désignée du doigt. Ce genre de détail comptait. Iris communiquait autrement, un doigt tendu, un hochement de tête, ces petites pressions de la main devenues leur langage secret. Le silence n'était pas un vide. Camille avait fini par le comprendre, mais cela continuait de la vider de l'intérieur chaque fois qu'elle voyait la bouche de sa fille, restée close dans une pièce pleine d'autres enfants. L'hôtel des ambassadeurs bourdonnait déjà lorsqu'elles arrivèrent. Le sommet annuel des investisseurs de Delorme Capital avait fini, au fil des années, par ressembler moins à une conférence financière qu'à un spectacle. 200 partenaires, 40 membres du personnel, un traiteur qui facturait plus cher, de l'heure que la plupart des avocats d'affaires. Le grand salon de l'hôtel se transformait à vue d'œil, échafaudage, projecteurs, hommes en chemise noire parlant dans des oreillettes. Iris serra la main de sa mère et se plaqua contre elle. « Je sais, » murmura Camille. « Il y a beaucoup de monde. On va trouver un coin tranquille. » Il n'y avait pas de coin tranquille. Il n'y avait que le chaos maîtrisé de son propre événement envahissant l'étage tout entier, et les doigts d'Iris qui se resserraient autour des siens comme une petite encre stable. Son assistante, une jeune femme au regard vif nommée Sophie, surgit à ses côtés, tablette en main, avec cette expression qui signifiait toujours des ennuis. L'équipe technique attend ta validation pour le diaporama. Le représentant du groupe Hartmann veut avancer son déjeuner à 11 heures. Et le fleuriste a livré des orchidées blanches au lieu des orchidées ivoire. La responsable des événements est en pleine crise. Dis-lui que le blanc et l'ivoire sont identiques sous l'éclairage de la salle, et qu'elle laisse tomber. Camille baissa les yeux vers Iris. Tu peux lui trouver un endroit pour s'asseoir? Loin de l'estrade. Il y a la petite antichambre près de l'accueil. C'est calme. Je peux l'installer là-bas avec sa tablette. Iris avait déjà lu la réponse sur le visage de sa mère. Elle leva les yeux avec une expression qui n'était ni tout à fait de la peur, ni tout à fait de la résignation, mais quelque chose de plus complexe. Le regard d'une enfant qui avait appris à anticiper la séparation, et avait choisi, malgré tout, d'être courageuse. Camille s'accroupit, ignorant que ses talons rendaient le geste maladroit, ignorant les 2 membres du conseil d'administration qui l'observaient à 6 mètres de là. Je viendrai te voir toutes les demi-heures, je te le promets. Sophie sera juste à côté. Iris hocha la tête. Elle leva 3 doigts. 3 fois avant le déjeuner, confirma Camille. Marché conclu. Elle regarda Sophie emmener Iris vers l'antichambre. Puis elle se retourna et marcha vers la crise du jour. Et celle d'après encore, parce que c'était ce qu'elle faisait. L'homme n'avait en réalité rien à faire à l'hôtel des ambassadeurs ce matin-là. Il était là parce que l'ascenseur de service était tombé en panne 2 jours avant le sommet, et que le responsable technique de l'hôtel avait passé un appel d'urgence à un entrepreneur de confiance. Et cet entrepreneur avait envoyé Julien Vasseur, parce que Julien était le meilleur technicien d'ascenseur de la ville, et qu'il détenait aussi, par habitude autant que par instinct, une certification de secouriste qu'il maintenait à jour depuis 12 ans. La même habitude qui le poussait à garder une trousse de premiers secours dans sa camionnette, et à toujours repérer les issues de secours. Il avait 38 ans. Il avait une fille, Léa, 4 ans, qui parlait, elle. Mon Dieu, si elle parlait. Elle construisait des phrases complètes depuis ses 2 ans et n'avait jamais cessé depuis. Elle parlait parfois dans son sommeil, de petits monologues sur les dinosaures, sur la couleur orange, sur ce qu'elle voulait devenir plus tard. Une réponse différente chaque jour.
La mère de Léa était partie quand celle-ci avait 8 mois, une décision qui l'avait dévastée et avec laquelle il avait passé 4 années à faire, doucement, la paix, parce que Léa avait besoin d'un père présent, pas d'un père encore saignant de ses propres blessures. Il avait les mains cailleuses, une ceinture à outils, et un visage honnête plutôt que beau. Le genre de visage qui portait chaque heure de travail en extérieur, chaque matin trop tôt, chaque choix du chemin difficile plutôt que du chemin facile. Il travaillait sur le puits de l'ascenseur secondaire, quand il entendit un petit martèlement de pas rapide. Le couloir de service du 3e étage n'était pas censé être accessible aux clients. La porte aurait dû être verrouillée. Julien avait remarqué qu'elle ne l'était pas en arrivant ce matin-là, et il avait eu l'intention de le signaler. Il n'en avait pas encore eu le temps. La fillette se glissa par l'entrebâillement et s'arrêta net en le voyant. Elle avait 5 ou 6 ans, une robe vert pâle, les cheveux sombres, et ce regard large, légèrement flou, d'un enfant submergé qui a marché jusqu'à trouver un endroit plus silencieux. Elle le fixait comme un chevreuil observe un humain, ni hostile, ni amical, simplement en train d'évaluer, de décider si c'était un danger ou non. Julien reposa lentement sa clé dynamométrique. « Bonjour toi, dit-il. Il gardait la voix basse, la même qu'il employait avec Léa quand elle était trop fatiguée, quand le bruit devenait l'ennemi du calme. Ce couloir prête à confusion. C'est facile d'atterrir ici par erreur. La fillette ne répondit pas. Mais elle ne s'enfuit pas non plus. Il ne lui demanda ni son prénom, ni où étaient ses parents. Il avait sa théorie là-dessus. Commencer par ces questions donnait toujours l'impression à un enfant d'être un problème à régler, plutôt qu'une personne à qui parler. Il reporta plutôt son regard sur le tableau de commande de l'ascenseur et dit, comme pour lui-même. Tu sais ce qui est étrange, les gens font une confiance aveugle aux ascenseurs. Ils montent dedans sans réfléchir une seconde. Alors qu'au fond, c'est juste une boîte en acier suspendue à un câble, et si ça fonctionne, c'est uniquement parce qu'une 50aine de pièces différentes font exactement leur travail au bon moment. C'est plutôt impressionnant, quand on y pense. Du coin de l'œil, il la vit avancer de 2 pas. Chaque pièce a un nom, continua-t-il. Certains sont ennuyeux, mais d'autres sont magnifiques. Il y en a une qu'on appelle le régulateur. C'est la pièce qui arrête tout si les choses vont trop vite. Elle bloque le système entier. Il marqua une pause. Je me dis parfois que ce serait bien que les gens aient un régulateur, eux aussi. La fillette se tenait maintenant à côté de lui, observant le panneau ouvert, et ses mécanismes superposés. Elle tendit la main, puis s'arrêta, cherchant sur son visage une autorisation silencieuse. Tu peux regarder, dit-il. Ne touche pas au fil de gauche, mais le reste, ça va. Elle regarda. Pendant un long moment, elle resta parfaitement immobile, étudiant la mécanique avec une concentration qui lui rappela Léa, quand quelque chose la fascinait vraiment. Cette qualité d'attention particulière qui signifiait qu'un enfant avait oublié de se donner en spectacle, et se contentait simplement d'être là. Il glissa la main dans sa poche de chemise et en sortit une petite clé Allen, propre, jamais utilisée, qu'il avait attrapée ce matin-là sans vraiment savoir pourquoi. Il la lui tendit, posée au creux de sa paume, sans un mot. Elle la prit, la fit tourner entre ses petits doigts, observa l'embout hexagonal. Ça s'appelle une clé Allen, dit-il, ou une clé hexagonale. C'est pareil, 2 noms différents. Ça arrive souvent avec les outils. Comme si l'objet avait existé assez longtemps pour que 2 personnes différentes décident, chacune de son côté, de lui donner un nom, sans jamais savoir que l'autre l'avait déjà fait. Elle leva alors les yeux vers lui. C'était la première fois qu'elle croisait vraiment son regard. Il n'en fit pas toute une histoire. Il reporta son attention sur le panneau. Ma fille aime ranger mes outils quand elle vient à l'atelier, dit-il. Elle les trie par couleur au lieu de les trier par usage, ce qui est complètement absurde, et qui la rend follement heureuse. Alors je les laisse comme ça jusqu'à ce qu'elle aille se coucher, et je range tout après. Il y eut un silence. Elle a l'air gentille, dit la petite voix. Elle était petite. Elle était aussi, indéniablement, bien réelle. La fillette venait de parler, et les mots étaient d'une clarté absolue, et l'expression sur son visage, immédiatement après, fut celle d'une surprise totale. Comme si elle n'avait pas décidé de dire cela, comme si la phrase était sortie toute seule, portée par quelque chose d'involontaire qu'elle ne contrôlait plus. Julien ne se figea pas. Il ne s'exclama pas. Il garda les yeux sur le tableau de commande et répondit, sur le même ton posé, comme si de rien n'était. Elle est la meilleure personne que je connaisse. Et je connais pourtant des gens bien. La fillette resta silencieuse un instant. Moi je ne parle pas d'habitude, dit-elle enfin. Ma maman dit que c'est normal. Que je parlerai quand je serai prête. On dirait que ta maman sait de quoi elle parle. Un nouveau silence. Elle sait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Un petit froncement de sourcils, comme si elle cherchait la meilleure façon de répondre. Elle dirige une entreprise. Elle a plein de réunions. Elle s'inquiète pour moi, même pendant les réunions. Elle le dit avec le naturel des enfants qui énoncent des vérités compliquées, sans jugement, sans mise en scène. Je le sais parce qu'elle regarde son téléphone plus souvent quand elle est inquiète.
Julien hocha lentement la tête. Il pensait à Léa, à cette douleur particulière d'être parent d'un enfant qui porte quelque chose de lourd. Quelque chose qu'on ne peut pas simplement lui retirer pour le porter à sa place. Elle a l'air de t'aimer énormément, dit-il. Oui. Une pause. Elle ne sait pas toujours comment le montrer, de la façon dont j'en aurais besoin. Il la regarda alors, attentivement. Tu as compris ça toute seule? Elle haussa une épaule. Elle essaie quand même. Tous les jours, elle essaye. Il trouva que c'était l'une des observations les plus généreuses et les plus précises qu'il ait entendues depuis longtemps, et qu'elle venait d'une enfant de 6 ans. Comment tu t'appelles? Demanda-t-il. Iris. Moi, c'est Julien. Enchanté, Iris. Elle lui tendit la clé à laine pour la lui rendre. Il fit un geste de la main pour refuser. Garde-la. Considère ça comme un souvenir du couloir de service. Camille remarqua que l'antichambre était vide à 11h17, et le monde s'arrêta de tourner. Elle avait Sophie au téléphone avant même d'avoir traversé l'espace d'accueil. Où est-elle? Où est Iris là? Maintenant? Elle était là, Camille, je te jure. Je me suis absentée 6 minutes. Il y avait un différend avec un prestataire. Trouve-la. Les 12 minutes qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Elle parcourut le 3e étage, puis le 2e, puis le hall, avançant vite d'une manière qu'elle espérait volontaire plutôt que paniquée, tandis que son esprit menait 2 courses en parallèle. D'un côté, la grille logique de tous les endroits où une enfant de 6 ans pouvait se trouver dans un hôtel de cette taille. De l'autre, une chose plus ancienne, plus animale, cette terreur primitive sans nom et sans résolution possible, sinon la trouver, la trouver, la trouver. Elle poussa une porte de service entr'ouverte, et entendit une petite voix dire. Elle essaie quand même. Tous les jours, elle essaie. Camille resta figée sur le seuil. Iris était accroupie à côté d'un homme en chemise grise, le regard plongé dans un panneau d'ascenseur ouvert, un petit objet serré dans le poing. Et Iris parlait. Pas en articulant silencieusement, pas en gesticulant, elle parlait en phrases complètes, avec la cadence naturelle d'une enfant qui faisait cela tous les jours de sa vie. L'homme leva les yeux et l'aperçut. Il lut instantanément son visage, le choc, le soulagement, les larmes qu'elle refusait de laisser couler, et il dit doucement. Elle a trouvé le couloir de service toute seule. Elle m'aide à vérifier le mécanisme. Il le dit exactement comme ça, elle m'aide, comme si Iris était une collègue, et non une enfant égarée. Camille avança et s'accroupit à son tour, incapable de faire confiance à sa propre voix, et Iris leva les yeux vers elle et dit « Maman, c'est Julien. Il m'a expliqué ce que c'est, le régulateur. » Camille regarda le visage de sa fille. Ouvert, détendu, tenant fièrement une minuscule clé entre ses doigts. « Bonjour », parvint-elle à articuler. « Elle est formidable, » dit simplement Julien. Il s'était déjà retourné vers ses outils, leur laissant de l'espace, un geste qui était soit la chose la plus perceptive qu'un inconnu ait jamais faite pour elle, soit la chose la plus naturelle du monde. Elle n'aurait su dire laquelle des deux. « Dis autre chose. » Chuchota Camille à Iris. Iris la regarda avec calme. « J'ai déjà dit beaucoup de choses. » Camille ne parvint pas à expliquer ce qui lui arriva pendant l'heure qui suivit. Elle retourna à son sommet. Elle prononça son discours d'ouverture. Elle répondit aux questions sur l'allocation de portefeuille, sur l'exposition au taux d'intérêt, sur les arguments macroéconomiques en faveur des stratégies de capital investissement orientées infrastructure. Elle fut précise, assurée, dit exactement ce qu'elle avait prévu de dire, et pendant tout ce temps, quelque chose, en elle, se réorganisait en silence. Elle essaie, quand même. Tous les jours, elle essaie. Sa fille avait dit cela à un inconnu, dans un couloir de service. Elle l'avait dit non pas une plainte, mais comme une défense. Elle avait choisi, apparemment sans qu'on le lui demande, de la défendre, elle, sa mère et de Camille, qui passait sa vie professionnelle à analyser ce qui motivait les gens, ce qu'ils valorisaient réellement, ce qu'ils disaient, cessait de jouer un rôle, ne parvenait pas à cesser de retourner cette phrase dans tous les sens. Elle repensa aux 14 derniers mois, au rendez-vous chez la pédopsychiatre, au formulaire d'admission en orthophonie qu'elle avait rempli, seule, dans sa voiture, au fond d'un parking souterrain, en pleurant avant de trouver le courage de l'envoyer, à la fête d'anniversaire où Iris avait passé 2 heures le visage enfoui contre son flanc. Au dépôt à l'école où Iris entrait sans dire au revoir, non par manque d'amour, mais parce que dire au revoir devant les autres, lui était tout simplement impossible. Et Camille avait appris à ne pas se retourner en marchant vers sa voiture, pour qu'Iris ne voie jamais son visage se décomposer. Elle avait essayé. Elle le savait, qu'elle avait essayé. Mais essayer n'était pas la même chose qu'être présente, et elle n'était plus certaine de savoir faire la différence. Après les ateliers de l'après-midi, elle retourna vers le couloir de service. Elle ne savait pas ce qu'elle espérait y trouver. Probablement rien. Probablement serait-il déjà parti, le travail terminé, l'instant refermé sur lui-même comme le sont la plupart des instants, il était encore là. L'ascenseur était presque entièrement remonté. Merci, dit-elle, pour tout à l'heure. Elle n'a parlé à personne en dehors de la maison depuis plus d'1 an. Julien releva la tête.
Il pesa ses mots comme elle avait remarqué qu'il le faisait toujours, non pas lentement, mais avec soin. Elle avait quelque chose à dire, répondit-il. Elle avait juste besoin d'une minute où personne n'attendait qu'elle le dise. Camille laissa ces mots s'installer en elle. Vous avez des enfants? Une fille, 4 ans? Léa, célibataire? Oui. Il ne développa pas davantage. Elle ne demanda rien de plus. Elle savait qu'elle n'avait aucun droit de juger la forme que prenait la famille d'un autre. Elle a de la chance, dit-elle. Léa. Il sourit, et cela transforma son visage d'une façon qu'elle n'avait pas anticipée, le rendit plus jeune, plus ouvert. C'est moi qui ai de la chance. Elle raconte tout ce qu'elle fait, à voix haute, pendant qu'elle joue. Comme un petit documentaire animalier sur sa propre vie. Je pourrais l'écouter pendant des heures. Camille le regarda. Elle se tenait, pour la première fois peut-être depuis 11 ans, dans un espace professionnel, la garde entièrement baissée. Iris faisait ça aussi. Avant que le mutisme ne commence. Elle se réveillait le matin et se mettait à parler, tout de suite. Me racontait ses rêves, ce qu'elle voulait manger au petit déjeuner, si elle pensait que les nuages s'ennuyaient tout seuls. Si les nuages s'ennuyaient, répéta-t-il. Elle avait 4 ans, et elle pensait déjà à des choses pareilles. Elle y pense encore, dit-il. Elle m'a dit qu'elle avait compris quelque chose de compliqué à votre sujet, en 45 minutes d'observation. Camille le fixa, brusquement alerte. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il soutint son regard. Que vous essayez tous les jours. Un silence s'installa dans le couloir. Un silence d'une nature différente de tous ceux qui l'avaient précédé. Je vais vous demander quelque chose, dit Camille, et ça va paraître, elle chercha le mot juste. Ça va paraître comme quelque chose que dit une personne qui a perdu tout son sens professionnel. D'accord. Est-ce que je peux vous inviter à prendre un café? Pas maintenant après tout ça. Ce soir, ou cette semaine, quand votre emploi du temps, ce soir, ça marche, dit-il, sans hésitation, sans mise en scène. Léa est chez sa grand-mère jusqu'à dimanche. Ils prirent un café au bar de l'hôtel parce qu'aucun des deux n'avait proposé d'aller ailleurs, et que cela semblait, d'une certaine manière, le bon choix. Rester à l'endroit où tout s'était passé, ne pas fuir la journée qui venait de se produire. Il lui parla de son entreprise, une petite société de maintenance d'ascenseurs et de systèmes mécaniques qu'il avait bâtie de rien en 9 ans. Lui et 2 employés, une activité modeste et sans éclat, qui gardait les immeubles en état de marche, et à laquelle personne ne pensait jamais, sauf quand quelque chose tombait en panne. Il lui parla de sa certification de secouriste, des 2 années passées comme bénévole dans une unité de secours du département, avant l'arrivée de Léa, qui avait changé tous ses calculs sur le risque qu'il avait le droit de prendre. Elle lui parla de Delorme Capital. Des premières années, quand elle travaillait depuis sa table de cuisine, démarchant des gestionnaires de fonds de pension jusqu'à s'en casser la voix, de son ex-mari, brièvement, sans amertume. Ils avaient voulu des choses différentes, et cet écart s'était creusé si lentement qu'ils avaient tous deux été pris de court le jour où ils avaient enfin levé les yeux, pour constater à quel point ils s'étaient éloignés l'un de l'autre. Ça vous manque parfois, demanda-t-il. Le mariage, la version que je croyais qu'on construisait me manque, dit-elle. Ce qu'il était réellement ne me manque pas. Il y a une différence. Il hocha la tête. Je connais cette différence. La mère de votre fille voulait quelque chose qui allait plus vite que ce que je pouvais lui offrir, dit-il simplement. Elle n'avait pas tort de vouloir ça. Elle s'est juste trompée en pensant que j'allais changer. Êtes-vous soulagé qu'elle soit partie? Il y réfléchit honnêtement, ce qu'elle apprécia. Je suis soulagé que Léa ait un père réellement présent. Que la manière dont on en est arrivé là m'est soulagée, moi je ne sais pas. Ça a fait mal, ça revient encore parfois. Mais vous êtes resté le même. Je suis resté le même, confirma-t-il. Camille baissa les yeux vers son café. Elle prit conscience que cet homme était la première personne à qui elle parlait honnêtement, sans stratégie, sans mise en scène, sans une partie de son attention réservée à calculer l'effet produit, depuis très longtemps. Peut-être des années. Elle n'avait même pas remarqué cette absence avant cet instant précis, assise face à quelqu'un qui écoutait de cette façon si particulière, avec l'immobilité d'une personne qui n'avait aucun agenda caché. Iris va avoir de bons jours et des jours difficiles, dit-il. Mais elle réfléchit, là-dedans. Elle travaille les choses, à sa manière. Elle m'a dit que sa mère essayait, chaque jour, et elle l'a dit comme un fait dont elle avait décidé d'être fière. La mâchoire de Camille se contracta, de cette façon qui trahissait toujours qu'elle cherchait à maîtriser quelque chose. Elle ne devrait pas avoir à se contenter de ça. D'essayer. Elle mérite. Elle ne pense pas se contenter de quoi que ce soit, dit-il doucement mais sans mollesse. Ça, c'est votre interprétation à vous. Il le dit comme un compliment. Camille resta silencieuse. Vous êtes très douée pour repérer les problèmes, dit-il. J'imagine que c'est en partie pour ça que vous êtes si bonne dans votre métier. C'est une façon polie de dire que je catastrophise? C'est une observation. Pas un jugement. Il referma ses 2 mains autour de sa tasse. Iris n'est pas un problème à résoudre. C'est une petite fille en train de déterminer où, dans le monde, elle est en sécurité.
Aujourd'hui, elle a décidé qu'un couloir de service avec un technicien dedans, c'était sûr. Demain, ce sera peut-être ailleurs. Et vous? Elle a déjà décidé que vous étiez sûr. Elle attend juste que vous la rejoigniez, là où elle en est déjà. 3 mois plus tard, Camille était assise face à son conseil d'administration, au 42e étage du siège de Delorme Capital, présentant un projet qu'elle avait passé 6 semaines à bâtir. Elle restructurait le pôle d'investissement à impact du groupe, créant un nouveau fonds pour le financement des petites infrastructures locales. Des entreprises, réalisant moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, le genre d'activité que personne, dans la haute finance, ne prenait jamais la peine de regarder, mais qui faisait tourner des villes entières, et alors qu'elle parlait, expliquant sa vision devant 8 visages sceptiques et un tableau chargé de chiffres, son téléphone vibra dans sa poche. Un appel de l'école d'Iris, en pleine heure de classe, un appel qu'elle savait, avant même de décrocher, ne pas pouvoir se permettre d'ignorer. Camille s'excusa auprès du conseil d'un geste bref de la main, sortit dans le couloir vitré et décrocha, le cœur soudain plus rapide que sa voix ne pouvait le montrer. Madame Fontaine, c'est Madame Delacroix, la directrice de l'école. Je vous appelle parce qu'il s'est passé quelque chose ce matin, avec Iris. Rien de grave, je vous rassure tout de suite, mais je pense que vous voudrez le savoir. Camille se figea contre la baie vitrée, à 42 étages au-dessus de Paris. Dites-moi. Elle a parlé. En classe. Devant tout le monde. Le silence qui suivit dans le couloir de Delorme Capital n'avait rien à voir avec celui du couloir de service, 3 mois plus tôt, mais il portait la même densité, la même suspension du temps. Qu'est-ce qu'elle a dit? Demanda Camille, la voix à peine audible. La maîtresse posait une question sur les ascenseurs, figurez-vous, un exercice sur les machines simples, pour le cours de sciences. Et Iris a levé la main. Elle a levé la main, Madame Fontaine, et elle a expliqué à toute la classe ce qu'était un régulateur de vitesse. Avec des mots d'adulte. Elle a même dit que quelqu'un le lui avait montré une fois dans un couloir d'hôtel. Camille ferma les yeux. Elle sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, une tension si ancienne qu'elle en avait presque oublié la forme exacte. Elle va bien? Elle va très bien. Elle est même assez fière d'elle, je crois. Mais elle a demandé, après, si elle pourrait revoir le monsieur des ascenseurs. Elle a dit ça très sérieusement. J'ai pensé que vous voudriez le savoir avant qu'elle ne vous le demande elle-même ce soir. Camille remercia la directrice, raccrocha, et resta un instant immobile, le front presque contre la vitre, regardant la ville s'étendre sous elle sans vraiment la voir. Elle n'avait pas revu Julien depuis ce premier café. Ils s'étaient échangé leurs numéros, avaient échangé quelques messages prudents dans les semaines qui avaient suivi. Rien de précipité, rien qui ressemblât à une histoire, seulement une correspondance étrange et douce entre deux parents solitaires, qui s'étaient reconnus l'un dans l'autre sans se le dire tout à fait. Elle avait eu peur, elle s'en rendait compte maintenant, d'aller plus loin. Peur que ce moment dans le couloir de service ne fût qu'une anomalie, un accident de calendrier, quelque chose qui ne survivrait pas à la lumière ordinaire des jours suivants. Elle retourna dans la salle Consiglier Pastis, termina sa présentation avec une clarté qui surprit même les membres les plus récalcitrants, et obtint, à l'unanimité moins une voix, le feu vert pour son fonds d'investissement local. Ce soir-là, en rentrant, elle trouva Iris assise à la table de la cuisine, en train de dessiner quelque chose avec une concentration absolue. On m'a dit que tu avais parlé Aujourd'hui. À l'école. Iris leva les yeux, presque timide, mais avec une lueur de fierté qu'elle ne chercha pas à cacher. J'ai expliqué le régulateur. Personne ne savait ce que c'était. Je suis très fière de toi. Est-ce qu'on peut revoir Julien? Demanda Iris, sans détour, de cette manière directe que seuls les enfants savent encore avoir. Je veux lui montrer mon dessin. Camille regarda le dessin. C'était un ascenseur, en coupe, avec toutes ses pièces soigneusement identifiées par des flèches et des mots écrits en lettres d'enfant. Régulateur. Câble. Moteur. Et dans un coin, plus petit que le reste, un homme souriant avec une ceinture à outils, et une petite fille à côté de lui. Quelque chose se serra dans la gorge de Camille, une émotion qu'elle ne sut pas nommer immédiatement. Un mélange de tendresse et d'une peur diffuse, celle de voir sa fille s'attacher à quelqu'un qu'elle ne connaissait, en réalité, presque pas. Elle envoya un message à Julien ce soir-là. Il répondit en moins de 10 minutes. Il proposa un dimanche après-midi, un parc à mi-chemin entre leurs deux quartiers, où Amy, Léa, se corrigea Camille dans sa tête. Léa pourrait aussi venir. La rencontre entre les deux enfants, ce dimanche-là, fut d'une facilité presque déconcertante. Léa parlait pour deux, racontant à Iris l'histoire complète de son dinosaure préféré avec un enthousiasme débordant, et Iris, silencieuse la plupart du temps, mais souriante, attentive, hochant la tête au bon moment, parut trouver dans ce babillage ininterrompu une sorte de soulagement. Elle n'avait pas besoin de parler pour que la conversation existe. Léa remplissait l'espace, et Iris pouvait simplement être là, en sécurité dans le silence partagé. Julien et Camille marchaient un peu derrière les deux fillettes, les mains dans les poches, un espace respectueux entre eux qu'aucun des deux ne cherchait à combler trop vite.
Elle a beaucoup parlé de vous, dit Camille. Iris, depuis ce jour-là. Léa aussi, dit-il. Elle vous appelle la dame du couloir. Camille rit, un rire bref, un peu surpris de lui-même, comme si elle avait oublié le mécanisme. Ce n'est pas le titre le plus flatteur qu'on m'ait donné. C'est plutôt affectueux, dans sa bouche. Ils continuèrent à marcher. Les feuilles commençaient à tomber, tôt cette année-là, et le parc avait cette lumière dorée particulière des fins d'après-midi d'automne. « Est-ce que je peux vous demander quelque chose ?» dit Julien après un moment, et vous pouvez refuser de répondre. Allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé, exactement, avec le mutisme d'Iris? Je veux dire, je sais ce que c'est, cliniquement. Mais qu'est-ce qui l'a déclenché? Camille garda le silence un long moment, observant sa fille rire sans un bruit à quelque chose que Léa venait de dire. Elle avait 4 ans et demi, dit-elle enfin. C'était l'année où mon mariage s'effondrait, même si à l'époque je ne l'appelais pas encore comme ça. Il y a eu une dispute, une vraie dispute, pas un simple désaccord, entre son père et moi un soir. Je pensais qu'elle dormait. Elle ne dormait pas. Elle a tout entendu depuis l'escalier. Le lendemain elle parlait encore normalement, et puis, petit à petit, sur plusieurs semaines, elle a arrêté. D'abord à l'école, puis chez ses grands-parents. Puis partout sauf à la maison, avec moi. Vous pensez que c'est lié. La pédopsychiatre dit que ce n'est jamais aussi simple. Une seule cause, un seul événement. Mais oui, je pense que c'est lié. Je pense qu'elle a compris, cette nuit-là, que les mots pouvaient faire du mal. Et qu'elle a décidé quelque part que le silence était plus sûr. Julien ne dit rien tout de suite. Puis, ce n'est pas votre faute. Vous ne savez pas ça. Je sais que les enfants ne cessent pas de parler, à cause d'une seule dispute qu'ils entendent depuis un escalier. Ils cessent de parler parce qu'ils portent, depuis un moment déjà, quelque chose de plus lourd que ce qu'ils peuvent exprimer. La dispute a peut-être été la goutte. Elle n'était pas le vase. Camille tourna la tête vers lui, surprise par la précision de la formule. Vous avez beaucoup réfléchi à ça, pour un technicien d'ascenseur. Il sourit, sans se vexer. J'ai passé 4 ans à essayer de comprendre pourquoi Léa ne pleurait jamais, quand sa mère partait la voir, puis repartait. Elle attendait toujours d'être seule avec moi, le soir, pour pleurer. J'ai eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses, dans le noir, en écoutant ma fille pleurer parce qu'elle ne voulait pas que sa mère la voie triste. Ce fut au tour de Camille de rester silencieuse. Ils s'assirent sur un banc pendant que les filles couraient après des feuilles mortes un peu plus loin, et un silence confortable s'installa entre eux. Le genre de silence que Camille n'avait pas partagé avec un autre adulte depuis des années, peut-être depuis toujours. Je dois vous dire quelque chose, reprit Julien après un moment, et je ne veux pas que ça sonne comme une déclaration prématurée, parce que ce n'en est pas une. Mais je pense à vous deux plus souvent que ce qui serait raisonnable, pour quelqu'un que j'ai rencontré il y a 3 mois dans un couloir de service. Camille sentit quelque chose se réchauffer en elle, quelque chose qu'elle avait cru éteint depuis longtemps. Je pensais être la seule à trouver ça déraisonnable. On peut être raisonnablement déraisonnable tous les deux alors. Elle rit encore, ce rire bref et surpris, et pour la première fois depuis des années, elle sentit qu'elle n'avait besoin de calculer ni le timing, ni l'effet, ni la prochaine phrase. Elle pouvait simplement être assise là, sur un banc, dans la lumière dorée d'un dimanche d'automne, à côté d'un homme qui ne lui demandait rien qu'elle ne fût prête à donner. C'est à ce moment précis que le téléphone de Camille sonna de nouveau, un numéro qu'elle ne reconnut pas immédiatement, un indicatif de Lyon, où vivait encore son ex-mari. Elle décrocha, l'esprit encore ailleurs, encore accroché à la chaleur de l'instant qu'elle venait de vivre. Camille. C'est Antoine. Sa voix avait ce ton particulier, celui qu'elle reconnaissait entre mille, celui qu'il prenait quand il s'apprêtait à annoncer quelque chose qu'il savait qu'elle n'aimerait pas. Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? J'ai obtenu le poste à Montréal. Celui dont je t'avais parlé, au printemps. Je pars dans 6 semaines. Camille se redressa sur le banc, son sang se glaçant lentement malgré la douceur de l'après-midi. Et Iris? Il y eut un silence à l'autre bout du fil, un silence bien trop long pour être anodin. C'est justement pour ça que je t'appelle, dit-il enfin. Je veux qu'elle vienne avec moi. Camille resta silencieuse si longtemps qu'Antoine finit par dire son prénom, 2 fois, pour s'assurer qu'elle était toujours en ligne. Tu veux qu'elle vienne avec toi, répéta-t-elle enfin, d'une voix qu'elle ne reconnut pas elle-même. À Montréal. C'est une opportunité unique, Camille. Un poste de direction, un salaire que je n'aurai plus jamais l'occasion de revoir. Et je pense, honnêtement, je pense que ce serait bon pour Iris. Un nouveau départ. Loin de tout ce qui s'est passé ici. Loin de tout ce qui s'est passé ici, répéta Camille, sentant la colère monter, froide et précise, celle qu'elle savait manier depuis 11 ans dans des salles de conseil bien plus hostiles que celle-ci. Tu veux dire loin de moi. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Elle se leva du banc, s'éloignant de quelques pas pour que les filles n'entendent rien, sa main libre serrée en poing le long de son corps. Iris parle à peine à des inconnus depuis 14 mois, Antoine. Elle a un pédopsychiatre qu'elle voit depuis 1 an. Elle a une orthophoniste.
Elle a une école qui connaît sa situation et qui s'est adaptée pour elle. Tu veux l'arracher à tout ça? Pour la jeter dans une ville qu'elle ne connaît pas? Dans une langue qu'elle ne parle qu'à moitié? Avec un père qui la voit un week-end sur 2 depuis 3 ans? Un week-end sur 2? Parce que c'est ce que tu as négocié au divorce, Camille. Pas parce que je ne voulais pas plus. Le coup porta, et elle le sut, parce qu'il y avait une part de vérité douloureuse là-dedans, qu'elle n'avait pas le temps d'examiner maintenant. On en reparlera, dit-elle, quand tu ne seras pas en train de me l'annoncer par téléphone un dimanche après-midi. Il n'y a pas grand-chose à reparler. J'ai consulté un avocat. Ces mots-là la frappèrent plus fort que tout le reste. Un avocat. Ce n'était donc pas une idée en germe, une pensée qu'il testait à voix haute. C'était déjà une démarche, une machine déjà en mouvement. Tu as consulté un avocat, dit-elle lentement, avant même de m'en parler à moi. Je voulais savoir ce qui était possible avant de te faire perdre du temps sur quelque chose d'irréalisable, comme c'est prévenant de ta part. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre, les mains tremblantes, et resta un instant immobile au milieu du parc, regardant sa fille rire sans bruit avec une autre enfant, ignorant totalement que son monde venait, en l'espace de 2 minutes, de basculer. Julien s'approcha, ayant visiblement deviné, à la façon dont elle se tenait, que quelque chose de grave venait de se produire. « Ça va ? » ?»« Non, » dit-elle simplement, parce qu'elle n'avait plus l'énergie de prétendre le contraire, pas devant lui, pas après tout ce qu'il s'était déjà dit. Elle lui résuma l'appel en quelques phrases sèches, sentant sa voix se durcir à mesure qu'elle parlait, cette armure professionnelle qu'elle enfilait par réflexe, quand la panique menaçait de prendre le dessus. Julien écouta sans l'interrompre. Quand elle eut terminé, il ne dit pas immédiatement quelque chose de rassurant, ce qu'elle apprécia presque malgré elle. Il ne minimisait jamais rien, ne cherchait jamais à combler le silence avec des platitudes. « Est-ce qu'il a des chances d'obtenir gain de cause ?» demanda-t-il enfin. « Légalement, je veux dire. Je ne sais pas, c'est ça, le pire. En temps normal, je dirais non, je suis la résidence principale, j'ai un dossier professionnel stable, elle est suivie par des spécialistes ici. Mais Antoine va probablement essayer de faire valoir que je travaille 60 heures par semaine, que je l'ai laissé avec des nounous et des assistantes plus souvent qu'avec moi ces 5 dernières années. Et un juge pourrait très bien l'écouter. » Elle s'entendit dire cela, cette vérité crut qu'elle n'avait encore jamais formulée aussi directement, et sentit quelque chose se fissurer en elle. La peur qu'elle traînait depuis des mois, celle de ne pas être la mère dont Iris avait besoin, venait de prendre une forme concrète, une arme qu'un avocat pourrait brandir contre elle dans un tribunal. « Camille, » dit Julien doucement, « regardez-moi. » Elle leva les yeux vers lui, la gorge serrée. Iris a choisi de parler pour la première fois en 14 mois dans un couloir d'hôtel plein de poussière, à côté d'un inconnu, un jeudi matin où sa mère dirigeait un sommet de 200 personnes à l'étage au-dessus. Elle n'a pas parlé parce que vous étiez absente. Elle a parlé parce qu'elle se sentait en sécurité. Et cette sécurité, elle l'a construite avec vous, à la maison, pendant 14 mois de silence dehors et de confiance intacte dedans. Ça, aucun avocat ne peut l'inventer contre vous, c'est un fait. Camille sentit ses yeux s'embuer, une chose rare, une chose qu'elle ne s'autorisait presque jamais, même seule. « Merci », murmura-t-elle ce soir-là, une fois Iris couchée. Camille resta longtemps assise dans le salon, son ordinateur portable ouvert devant elle, sans parvenir à se concentrer sur le moindre document. Elle finit par appeler sa propre mère, une femme austère avec qui elle entretenait une relation cordiale mais distante depuis des années. « Il veut l'emmener à Montréal », dit Camille sans préambule. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» demanda sa mère, après un silence. « Je veux qu'elle reste avec moi. » « Évidemment, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. » Camille fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire, ma chérie, que tu passes ta vie à vouloir des choses pour les autres, pour Iris, pour ton entreprise, pour tes actionnaires, sans jamais te demander ce que toi tu veux, pour toi. Est-ce que tu veux te battre pour cette garde parce qu'Iris a besoin de toi? Ou parce que perdre te terrifie, et que tu n'as jamais su perdre, dans toute ta vie ?» La question resta suspendue entre elles, et Camille n'eut pas de réponse immédiate à offrir, ce qui en soi était une réponse. Le lendemain matin, elle reçut un email de l'avocat d'Antoine. Court, formel, glacial. Une demande de médiation familiale, à programmer dans les 3 semaines. Elle le lut 3 fois, sentant chaque mot s'enfoncer un peu plus profondément. Elle appela son propre avocat, une femme redoutable nommée Hélène Vasseur. Aucun lien avec Julien, une simple coïncidence de nom qui la fit sourire malgré la gravité du moment, qui écouta toute l'histoire sans l'interrompre, puis dit quelque chose qui glaça Camille bien plus que l'appel d'Antoine lui-même. « Camille, je vais être directe avec vous, parce que c'est mon travail, et parce que je vous respecte trop pour vous mentir. Un juge aux affaires familiales va poser une seule question, au fond. Lequel des 2 parents peut offrir à cet enfant, dans son état actuel, la stabilité et la présence dont elle a besoin? Et la vérité, c'est que sur le papier seulement, Antoine a un argument.
Il a réduit son temps de travail depuis 2 ans. Il s'est réinstallé, il a une compagne stable depuis 18 mois. Et vous, Camille? Elle laissa la phrase en suspens, mais Camille comprit exactement ce qu'elle n'osait pas dire. Et moi? Je dirige une entreprise de 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion, et je rentre certains soirs après que ma fille est déjà couchée. Je ne dis pas que vous allez perdre, Camille. Je dis que ce ne sera pas la formalité que vous imaginiez. Et je dis aussi qu'il va falloir montrer, concrètement, pas seulement affirmer, que votre vie peut changer de forme pour elle. Camille raccrocha et resta assise dans son bureau du 42e étage, regardant Paris s'étendre sous elle comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Sauf que pour la première fois de sa carrière, la vue ne lui procura aucun sentiment de maîtrise. Elle repensa à Julien, à ce qu'il avait dit dans le parc. Elle attend juste que vous la rejoigniez, là où elle en est déjà. Elle repensa, avec une clarté qui la frappa comme un coup, à une chose qu'Antoine avait dite au téléphone, presque en passant, qu'elle n'avait pas relevée sur le moment, tant la colère l'avait submergée. Il avait dit, un poste que je n'aurais plus jamais l'occasion de revoir. Or Camille savait, par une connaissance commune du secteur financier montréalais, que ce type de poste, directeur régional dans une compagnie d'assurance de cette taille, se libérait tous les 18 mois environ. Ce n'était pas une occasion rare. C'était un mensonge, ou du moins une exagération calculée. Elle décrocha de nouveau son téléphone et appela une ancienne collègue, une femme qui travaillait maintenant chez un cabinet de recrutement spécialisé dans la finance à Montréal, et posa une seule question, le cœur battant. Ce qu'elle apprit 10 minutes plus tard n'avait rien à voir avec un simple poste de rêve. Cela avait à voir avec une dette de jeu de 200 000 $ canadiens, une clause de non-concurrence rompue dans son entreprise actuelle à Lyon, et une date limite pour quitter le pays qui n'avait strictement rien à voir avec une opportunité professionnelle. Camille resta assise, le téléphone encore chaud contre son oreille, longtemps après que son ancienne collègue eut raccroché. Une dette de jeu. Une clause de non-concurrence rompue. Une date de départ qui coïncidait, presque au jour près, avec l'ouverture d'une enquête interne chez son employeur lyonnais. Antoine ne fuyait pas vers une opportunité. Il fuyait, tout court. Et il voulait emmener Iris avec lui parce qu'une image de père responsable, engagé, prêt à tout recommencer pour sa fille, servirait admirablement bien devant un tribunal, et peut-être aussi devant lui-même, pour ne pas avoir à regarder en face ce qu'il fuyait réellement. Elle ne ressentit pas de triomphe. Seulement une tristesse dense, celle qu'on éprouve en découvrant que quelqu'un qu'on a aimé, autrefois, est capable d'utiliser son propre enfant comme un alibi. Elle appela Hélène Vasseur dès le lendemain matin, et lui exposa, tout calmement, avec la même précision qu'elle mettait à disséquer un bilan financier. Hélène l'écouta puis dit, après un silence, « Ça change tout, Camille. Pas seulement pour la médiation. Pour la façon dont un juge va lire sa demande. Un homme qui cherche à fuir ses propres dettes en se servant de sa fille comme couverture. Ce n'est plus un parent qui se bat pour plus de temps avec son enfant. C'est autre chose. » La médiation, 3 semaines plus tard, ne ressembla en rien à ce que Camille avait redouté. Antoine, confronté aux documents qu'Hélène présenta avec un calme chirurgical, s'effondra en partie, admit à mi-mot ce qu'il n'avait jamais eu l'intention d'avouer, et finit par accepter un arrangement bien plus modeste que ce qu'il était venu réclamer. Des visites régulières, des appels vidéo hebdomadaires une fois installés, mais aucun déménagement d'Iris, aucune rupture de sa vie construite pierre par pierre à Paris. En sortant du bureau de médiation, Camille sentit ses jambes trembler pour la première fois depuis le début de cette histoire, comme si son corps n'avait attendu que la fin de la bataille, pour se permettre d'avoir eu peur. Elle ne rentra pas directement chez elle. Elle conduisit jusqu'à l'atelier de Julien, un petit local en bordure du 13e arrondissement, sentant l'huile de machine et le métal froid, et le trouva en train de démonter un moteur de treuil, les mains noires de graisse. Il leva les yeux, la vit, et comprit immédiatement, à son visage, que quelque chose venait de se dénouer. « C'est fini ?» demanda-t-il simplement. « C'est fini, » dit-elle. « Elle reste avec moi. » Il posa son outil, s'essuya les mains sur un chiffon, et vint vers elle sans hâte, sans grand geste, et la prit dans ses bras comme s'il faisait cela depuis des années, alors que cela ne faisait que quelques mois qu'ils se connaissaient. Camille laissa enfin, contre l'épaule de cet homme qui sentait le cambouis, et la sueur honnête du travail, les larmes qu'elle avait retenues pendant 11 ans se libérer, non pas par faiblesse, comprit-elle, mais parce qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un devant, qui pleurer ne coûtait rien. Les mois suivants transformèrent doucement leur vie, sans grand fracas, à la manière dont les choses solides se construisent, lentement, couche après couche. Iris continuait de parler par intermittence à l'extérieur, des progrès fragiles mais réels, encouragés par une orthophoniste qui notait, semaine après semaine, une amélioration constante. Elle parlait à Léa sans effort, comme si cette amitié-là contournait entièrement la peur. Elle parlait parfois à Julien, dans l'atelier, où elle avait fini par avoir son propre établi miniature, ses propres outils, classés,
à sa demande expresse. Par couleur, Kmi. Elle changea quelque chose de plus difficile à modifier qu'un emploi du temps. Elle apprit à déléguer ce qui pouvait l'être, à quitter certaines réunions à 18 heures sans en éprouver de culpabilité écrasante, à être présente, vraiment présente, au dîner, sans le téléphone posé à portée de main comme une sentinelle anxieuse. Ce n'était pas parfait. Elle restait qui elle était, une femme qui portait 11 ans de discipline dans chaque fibre de son être. Mais elle apprenait doucement la différence entre essayer et être là. Un soir de printemps, presque un an après le jour du couloir de service, Camille organisa un dîner simple dans son appartement, Julien, Léa, Iris. Après le repas, pendant que les filles dessinaient à la table basse, Julien s'approcha de Camille à la fenêtre, un verre de vin à la main. « Tu te souviens, dit-il, ce que tu m'as demandé, ce premier soir, si j'étais soulagé, que la mère de Léa soit partie. Je m'en souviens. Je t'ai dit que je ne savais pas, que ça avait fait mal, que ça faisait encore mal parfois. » Il la regarda. « Je ne dirais plus la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais? Que je suis heureux maintenant, de la façon dont les choses se sont passées. Parce que sans ça, je n'aurais jamais été dans ce couloir, ce jeudi matin, avec une clé Allen dans la poche. » Camille posa sa tête contre son épaule, regardant leurs deux filles rire en silence. L'une à voix haute, l'autre sans un bruit, mais toutes deux parfaitement, absolument présentes l'une à l'autre. Du côté de la table basse, Iris leva soudain les yeux vers eux et dit, de cette voix claire et tranquille qu'elle retrouvait un peu plus chaque jour. « Maman, Julien. Venez voir ce qu'on a dessiné. » Camille et Julien échangèrent un regard, puis traversèrent la pièce ensemble sans se presser, vers les deux petites filles et le dessin qui les attendait. Un dessin d'ascenseur, encore, mais cette fois avec 4 personnages debout à côté, tous souriants, tenant tous, dans leurs mains dessinées avec un soin enfantin, une petite clé identique.